Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre d'Allen Carr, La méthode simple pour en finir avec la cigarette. C'est un livre qui est plus basé sur l'aspect psychologique de l'arrêt de la cigarette plutôt que celui de l'accoutumance ou de la prise de médicaments pour arrêter la dépendance à la nicotine ou aux autres substances qui existent dans la cigarette. Je vais donc vous lire quelques passages choisis. Enfin, une solution miracle pour tous les fumeurs. Elle est instantanée, aussi efficace avec les grands fumeurs qu'avec les petits. Elle ne provoque aucune angoisse importante par manque de cigarettes, ne requiert aucune volonté particulière, n'a recours ni au trucage ni au tour de magie, n'entraîne aucun gain de poids et cette solution est définitive. Si vous êtes fumeur, il suffit que vous poursuivez la lecture de ce livre. Si vous ne fumez pas, mais achetez ce livre pour un proche, incitez-le à le lire. Si vous n'avez pas, personnalisez-le ou faites un livre audio comme moi. L'ultime chapitre vous aidera à transmettre le message ainsi qu'à empêcher vos enfants, si vous en avez, de commencer à fumer. Ne soyez pas dupes, même s'ils affirment maintenant sincèrement avoir horreur du tabac, tous les enfants détestent la cigarette avant d'en devenir dépendants. Un grand nombre de lecteurs trouvent ennuyeux que je sois si dogmatique dans certaines de mes recommandations. Par exemple, je vous demande de ne pas essayer de réduire votre consommation ou de ne pas utiliser des substituts contenant de la nicotine, c'est-à-dire des bonbons, chewing-gum, etc. Et puis c'est intransigeant parce que je connais bien mon sujet et je ne nie pas que des tas de gens aient réussi à arrêter en employant de telles ruses, mais je soutiens qu'ils ont réussi en dépit d'elles, pas grâce à elles. Il y a des individus qui peuvent faire l'amour debout sur un hamac, ce n'est pas pour autant le moyen le plus facile. Tout le monde propos ont le même objectif, vous permettre d'arrêter facilement et définitivement. Passage suivant. Mes arguments n'ont pas été compris. Point d'interrogation. Ne prenez rien pour argent comptant, remettez en cause non seulement ce que je vous dis, mais aussi vos propres opinions et ce que la société vous a enseigné sur le fait de fumer. Par exemple, que ceux qui pensent qu'il s'agit d'une simple accoutumance se demandent pourquoi ils peuvent facilement abandonner d'autres habitudes, parfois plus réjouissantes et non celle-ci, qui laisse un mauvais goût, coûte une fortune et se révèle si meurtrière. Que ceux d'entre vous qui pensent maîtriser d'autres habitudes, pourtant bien plus agréables, pourquoi devez-vous impérativement allumer une cigarette? Pourquoi paniquez-vous si vous n'en avez pas? Passage suivant. Je réalise aujourd'hui que beaucoup de fumeurs ne finissent même pas le livre car ils pensent qu'ils arrêteront lorsque le moment sera venu. Certains de mes lecteurs n'ont lu ce livre que contraints et forcés par des proches. Ce que vous risquez au pire est d'arrêter de fumer. D'aventure, vous ne serez de toute façon pas plus mal que vous l'êtes actuellement. Vous n'avez absolument rien à perdre, tout à gagner. Passage suivant. Dépendance à la nicotine. La dépendance à la nicotine dure environ 3 semaines. Après cela, 99% de la nicotine disparaît. Vous vous demandez alors, et à juste titre, pourquoi de fumeurs trouvent si difficile d'arrêter de fumer. Le lavage de cerveau, la dépendance chimique demeure facile à supporter. Passage culturel suivant. Passage sympa parlant de lavage de cerveau véhiculé par les habitudes et les médias. Dans tous les films de guerre, les bleus ont droit à leur cigarette, même s'il ne leur reste plus un morceau de mâchoire pour la tenir. Passage suivant. Je ne savais pas que cela me tuait, il était possible de ne pas voir en face. En revanche, je n'apparviens toujours pas à comprendre comment je pouvais ignorer l'impact que cela avait sur mon mental. C'était totalement évident. Ce qui est ridicule, c'est que beaucoup de fumeurs souffrent à un moment de leur vie l'illusion qu'ils aiment la cigarette. Je me permettrai de remettre les choses à leur place. Ce n'est pas les non-fumeurs qui se trouvent frustrés, mais le pauvre fumeur qui manque une existence pleine de santé, d'énergie, de paix, de l'esprit, de confiance, de courage, de respect de soi, de bonheur. Et que gagne le fumeur en échange de ces terribles sacrifices? Absolument rien, sinon l'illusion d'essayer de revenir à l'état de paix, de tranquillité et de confiance dont chaque fumeur en profite en permanence. Soulager cet état de manque. Les fumeurs pensent qu'ils fument pour le plaisir, pour se détendre ou pour se donner du courage. Ce n'est, comme je le répète, qu'une illusion. La véritable raison est qu'il faut soulager cet état de manque. Au début, la cigarette nous sert d'artifice social, qu'on y succombe ou non.
Le subtil engrenage est en route. Notre subconscient commence à apprendre que dans certaines occasions particulières, la cigarette peut être agréable. Au fur et à mesure que nous tombons sous l'influence de la drogue, le besoin de soulager ce manque augmente. Plus la cigarette vous rabaisse et plus vous tentez à croire qu'elle fait le contraire. Ce mécanisme est si lent et si graduel que le jour où il essaie d'arrêter, et même là, certains refusent toujours de l'admettre, certains s'y refusent même toute leur vie. Passage suivant. Les fumeurs pensent qu'ils fument pour le plaisir, pour se détendre ou pour se donner du courage. Ce n'est, comme je le répète, qu'une illusion. La véritable raison est qu'il faut soulager cet état de manque au début. La cigarette nous sert d'artifice social. Quand le subconscient commence à prendre conscience, à apprendre que sur certaines occasions particulières, la cigarette peut être agréable, au fur et à mesure que nous tombons sous l'influence de la drogue, le besoin de soulager ce manque augmente. Plus la cigarette rabaisse et plus vous tentez à croire qu'elle fait le contraire. Ce mécanisme est si lent et si graduel que vous vous sentez chaque jour exactement comme le jour précédent. Beaucoup ne se rendent compte de leur dépendance que le jour où ils essaient d'arrêter. Et même là, certains se refusent même toute leur vie, essayant de convaincre les autres que la cigarette est un plaisir. Une autre idée fausse est que la cigarette soulage l'ennui. L'ennui est une disposition de l'esprit. Lorsque vous fumez, il est très rare que vous répétiez sans cesse « je fume une cigarette ». Je dis que c'est rare, car il est vrai que cela est quelquefois le cas. Notamment après une large période d'abstinence, quand vous voulez réduire votre consommation, ou bien sûr lorsque vous fumez la première cigarette après avoir sans cesse essayé d'arrêter. Voici pourquoi je crois que l'ennui est fertile à la cigarette. Lorsque vous êtes sous l'emprise de la nicotine et que vous n'êtes pas en train de fumer, quelque chose vous manque. Si vous pratiquez une activité qui vous occupe l'esprit, vous pouvez passer de longues périodes sans être gêné par le manque de drogue. Par contre, lorsque vous vous ennuyez, plus rien ne détourne votre attention du petit monstre. En conséquence, vous lui donnez ce qu'il demande, une cigarette. En temps normal, c'est-à-dire lorsque vous n'essayez ni de réduire votre consommation ni d'arrêter, le fait même d'allumer une cigarette devient inconscient. Même ceux qui roulent leur cigarette ou fument la pipe peuvent se plier à ce rituel de façon tout à fait mécanique, qu'un fumeur essaye donc de se rappeler les cigarettes qu'il a fumées pendant la journée. À quelques-unes d'entre elles, comme la première de la journée ou celle d'après le repas, il les aura toutes oubliées. Passage suivant. La cigarette n'augmente pas le pouvoir de concentration, il s'agit ici encore d'une idée fausse. Comme les autres, cette illusion repose sur des faits qui témoignent du paradoxe des mécanismes liés au tabagisme. Lorsqu'une personne cherche à se concentrer, elle essaie d'éliminer tout ce qui pourrait perturber son destin. Elle en est ainsi amenée à s'isoler, à éviter par exemple le bruit, la chaleur ou le froid. Le fumeur confronté à cette situation souffre déjà. Le petit monstre veut sa dose, s'il veut se concentrer. Machinalement, dès les premières bouffées, son besoin de nicotine étant pratiquement satisfait, il se concentre et a déjà oublié qu'il est en train de fumer. Cette illusion repose sur des faits qui témoignent du paradoxe des mécanismes liés au tabagisme. En vérité, la cigarette tendrait plutôt à augmenter l'ennui, parce qu'elle aurait abruti et rend léthargique. Les fumeurs préfèrent s'endormir, s'ennuyer, ou paradoxe, s'occuper à satisfaire leurs besoins. Cela n'a jamais été mon cas. Je pensais que cela m'aidait à me concentrer et que cela me calmait. Maintenant que je ne fume plus, il est plus difficile de croire que tout cela a bel et bien existé. C'est comme si l'on révélait au milieu d'un cauchemar et la comparaison n'est pas exagérée. La nicotine est une drogue et vos sens sont affectés, votre goût, votre odorat, mais le pire dans la cigarette ou votre portefeuille, c'est la manipulation de votre esprit. Trouvez n'importe quelle excuse pour continuer à fumer. Et là, vous me direz, qu'est-ce que j'abandonne en arrêtant de fumer? Absolument rien. C'est la peur qui nous paralyse à l'idée d'arrêter. La peur d'être privé de notre plaisir, notre récompense ou de notre soutien. La peur que quelques instants particuliers ne soient plus aussi agréables sans cigarette. La peur qu'elle ne nous manque pas face aux situations plus difficiles. En d'autres termes, nous avons un véritable lavage de cerveau. Nous sommes, en effet, persuadés que nos souffrances, de quelque manière que ce soit, possèdent un effet mystérieux quand nous arrêtons de fumer. Quel est l'aspect psychique de la dépendance à la cigarette? Mettez-vous bien cela dans la tête, la cigarette ne comble pas un vide, elle le crée.
Notre organisme est la machine la plus sophistiquée de la Terre. Que ce soit un dieu, un processus d'évolution naturelle ou une combinaison des deux, l'entité qui nous a créés est bien plus puissante que nous. L'homme n'est pas capable de créer la moindre cellule vivante, mis à part le cas de la reproduction que l'on maîtrise cependant bien mal. Si le tabac avait été un élément nécessaire à votre vie, nous aurions été capables de nous protéger contre les poisons qu'il nous apporte. Il est en revanche certain que nous disposons de dispositifs de sécurité ou de sonnettes d'alarme comme la toux, le sentiment de vertige ou le malaise que l'on ressent lors de la première cigarette. Nous ignorons ces messages à nos risques et périls. Un autre exemple qu'on ne peut fumer plusieurs cigarettes en même temps, mais il y a des circonstances où, voulant fumer une cigarette, vous vous apercevez que vous en avez déjà une à la bouche. Cela est moins anodin que vous ne le pensiez. Comme je l'ai déjà dit, la cigarette finit par ne plus suffire à votre besoin de nicotine. Même lorsque vous l'avez entre les dents, tâchez, ce n'est pas la toux, il y a quelque chose qui vous manque. Passage suivant. Les grands fumeurs ont tendance à envier les fumeurs occasionnels. Certes, le fumeur occasionnel prend moins de risques pour sa santé et dépense moins d'argent, mais ces avantages sont de loin compensés par les inconvénients. On peut en fait considérer que le fumeur est plus accro et bien plus malheureux que les grands fumeurs. Rappelez-vous qu'aucun fumeur n'apprécie réellement la cigarette. L'unique plaisir, à l'origine, est le soulagement de manque de nicotine. La tendance naturelle est de fumer à la chaîne. Cependant, trois principaux éléments dissuadent le fumeur de fumer sont retenus. 1. L'argent, cela revient trop cher. 2. Il vous faut aussi ingérer le poison, dépendant de l'individu à l'instant de sa vie. Ce facteur agit de façon automatique. Passage suivant. La méthode classique, dite de volonté, notre société considère qu'arrêter de fumer est un véritable exploit. Tous les fumeurs, en tout cas, sont persuadés, même les rares œuvres qui prétendent nous y aider investissent d'entrée de la difficulté de l'opération. La vérité est que c'est ridiculement facile. Je sais bien que vous doutez de ce que je dis. Considérons les faits. Si votre objectif est de courir les 100 mètres en moins de 11 secondes, je conçois que ce soit difficile. Vous aurez certainement besoin d'années d'entraînement, et malgré votre acharnement, vous sentez peut-être physiquement incapable de réussir. Mais la barrière est partiellement psychologique. Avant que le premier sportif ne descende au-dessous des 11 secondes, cette limite apparaissait infranchissable. Aujourd'hui, des milliers de personnes en sont capables, revenons à nos moutons. Afin d'arrêter de fumer, ce que vous avez à faire est de ne plus fumer. Personne ne vous force à fumer, à part vous-même, et à la différence de la nourriture pour survivre. Ainsi, si vous voulez arrêter, pourquoi cela devrait-il être difficile? En fait, cela ne l'est pas. Ce sont les fumeurs qui ont cette difficulté en essayant de mettre la réussite sur le compte de la volonté. Ils croient qu'ils devront faire preuve d'une extraordinaire abnégation afin de renoncer au tabac. Nous ne décidons pas de devenir des fumeurs, nous essayons simplement de fumer une première cigarette et sommes convaincus, par son goût déplaisant, qu'arrêter ne sera jamais un problème. Les premiers temps, nous ne fumons que quand nous voulons, car nous ne sommes pas encore esclaves du tabac. Il se peut ainsi que plusieurs jours, voire plusieurs mois, passent entre deux cigarettes. Nous fumons à l'occasion de soirées ou lorsque nous sommes mis en présence d'adolescents. Ce sont des fumeurs, par exemple au sein de groupes d'adolescents. Ce sont toujours des circonstances de notre vie sociale au cours de laquelle nous agissons par mimétisme. Avant que nous l'ayons réalisé, nous achetons régulièrement nos paquets, nous croyons fumer trop tard que l'on fume de façon ininterrompue. D'habitude, il nous faut très longtemps pour réaliser que nous sommes accros, car nous avons l'illusion de fumer pour le plaisir et non par obligation. Lorsque nous fumons une cigarette, nous croyons l'apprécier. En fait, nous avons l'illusion de pouvoir arrêter quand nous le voudrons. C'est en principe lorsque nous décidons d'arrêter qu'apparaît le problème. Le fumeur occasionnel. Il en existe deux catégories. Premier point, le fumeur qui est tombé dans le piège, mais qui ne s'en est pas encore rendu compte. N'en enviez pas, il est à peine sur le premier barreau de l'échelle, mais il deviendra sans doute bientôt un vrai fumeur. Souvenez-vous que c'est ainsi que vous avez commencé. Personne ne devient un grand fumeur d'un seul coup. L'ancien grand fumeur, qui maintient une petite consommation,
parce qu'ils ne pensent pas pouvoir arrêter. Cette catégorie-là est la plus triste de toutes. On peut distinguer plusieurs nuances. S'ils apprécient tellement ces cigarettes, pourquoi n'en fument-ils pas davantage? S'il peut s'en passer, pourquoi fument-ils encore? Rappelez-vous, cette habitude consiste à vous cogner la tête contre le mur uniquement pour le plaisir que vous ressentez lorsque cela s'arrête. Celui qui, quotidiennement, fume 5 cigarettes ne soulage son état de manque qu'environ 1 heure par jour. Le reste du temps, même s'il ne s'en rend pas compte, il lutte contre ce manque, comme s'il ne commençait à se cogner la tête contre le mur. S'il n'en fume que 5, ce n'est que parce qu'il n'a pas la dose satisfaisante à son besoin, mais parce qu'il pense qu'il s'agit d'un bon compromis entre son plaisir et le risque. Pour sa santé, à moins que cela ne soit pour des raisons financières, il est facile de convaincre un grand fumeur qui n'apprécie pas vraiment la cigarette qu'il fume. Essayons en revanche de convaincre un fumeur occasionnel. Tout fumeur qui a testé de réduire sa consommation sait que c'est la pire torture qu'il soit. Et il conviendra que c'est le meilleur moyen de rester accro toute sa vie. Passage suivant. On aurait rangé le fumeur clandestin dans la catégorie des fumeurs occasionnels. Mais les conséquences de ce type d'attitude sont si insidieuses qu'il faut lui consacrer un chapitre. Je fumais en cachette de ma femme et cela nous a presque conduit au divorce. Cela faisait 3 semaines que j'avais arrêté. Demain, j'étais en pleine tentative. J'avais pris cette énième décision d'arrêter sous l'injonction de ma femme, inquiète de mes continuelles quintes de tout, comme je me faisais savoir que je verrais les choses autrement si je devais assister à impuissant l'autodestruction d'un être cher. Il y a quelques années, j'étais persuadé que j'aurais tous les tracas du monde sur les épaules, j'étais suicidaire, non pas dans le sens où j'en aurais pu arriver à me jeter par la fenêtre, mais parce que je savais que les cigarettes étaient en train de me tuer. Je pensais que vu que ma vie était avec ma béquille, elle ne valait pas la peine d'être vécue sans elle. Je pensais que lorsque l'on est diminué ou affaibli, le moindre problème prend des proportions démesurées. Passage suivant. Non une fois que le petit monstre avide de nicotine sera mort, c'est-à-dire lorsque votre organisme aura cessé d'exiger sa dose de nicotine, tous les effets de lavage de cerveau auront disparu. Vous vous sentirez physiquement et psychologiquement à faire face au stress et au tracas de la vie. Et ainsi, défrisé à profiter de ce bon moment. La seconde raison pour laquelle les ex-fumeurs ressentent un manque dans la tête, circonstance est que le fumeur est occupé alors que le non-fumeur reste inactif. Il se sent donc frustré. Ce n'est pas le non-fumeur qui manque quelque chose, mais bien le fumeur qui est privé de santé, d'énergie, d'argent, de confiance en soi, de sévérité, de courage, de mérite, de respect de lui-même. Perdez l'habitude d'avoir les fumeurs et tenez-vous-le pour ce qu'ils sont, des malades à plaindre. Je sais bien que j'étais le pire de tous. Ah, juste une petite. Rappelez-vous que cela n'est pas concevable. Oubliez l'idée de cette entorse unique et considérez les faits du point de vue du fumeur. Vous l'enviez? Il aimerait quant à lui ne pas avoir à fumer, et vous envie donc. Commencez à observer les autres fumeurs. De cette observation, vous tirerez le meilleur tremplin pour arrêter de fumer. La seconde raison pour laquelle les fumeurs restent en manque de telles circonstances est que le fumeur est occupé alors que le non-fumeur reste inactif. Ils se sentent alors frustrés. Mettez-le vous bien dans la tête. Ayant commencé, ce n'est pas le non-fumeur qui manque de quelque chose, mais bien le fumeur qui est privé. De santé, d'argent, de virilité, de liberté et de respect de lui-même. Passage suivant. Le prisme lors de la période de sevrage correspond ainsi à la substitution de la cigarette par la nourriture. Les substituts ne rendent en fait pas la tâche plus facile. Au contraire, je consacre un chapitre au problème des substituts dont l'ex-fumeur dispose pour pallier le manque de nicotine. Évitez les faux stimuli. Il est courant que certaines personnes aient recours à de faux stimulants pour arrêter de fumer. Elles en viennent à se dire, par exemple, que l'argent économisé permettra de passer des superbes vacances. Ce type de motivation permettra de passer des superbes vacances. Ce type de motivation semble, au premier abord, logique et sensé. Il est cependant hypocrite car tout fumeur qui se respecte préfère fumer 52 cigarettes par an
sans avoir de vacances. En outre, une appréhension certaine subsistera dans l'esprit du fumeur. Non seulement il ne devra plus fumer de l'année, mais encore, il a peur de ne pouvoir apprécier ses futures vacances sans cigarette. Tout cela ne fait qu'accroître le sentiment de sacrifice qui l'habite, rendant ainsi la cigarette encore plus précieuse à ses yeux. Il faut au contraire se concentrer sur l'autre côté du problème. Qu'est-ce que la cigarette? Que peut bien-elle m'apporter? Pourquoi ai-je besoin de fumer? Vous pourrez tout aussi bien vous dire, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle voiture, un nouveau tailleur. Ce texte vous tiendra sans doute quelque temps. Mais que se passera-t-il lorsque vous aurez cette voiture? Vous sentirez alors qu'il vous manque toujours quelque chose et trouverez tôt ou tard une raison pour le reprendre. Perdez l'habitude d'envier les fumeurs et tenez ce qu'ils sont, des malades à plaindre. Je vois bien que j'étais le pire de tous, c'est pourquoi je peux parler en connaissance de cause. Vais-je prendre du poids? Voilà bien encore un mythe très répandu de la cigarette, surtout chez les fumeurs qui essaient d'arrêter en usant de la volonté. Voient dans la nourriture une aide pour soulager leur sensation de manque. On confond facilement les sensations de manque de nicotine comme avec n'importe quelle drogue. Le corps s'immunise rapidement contre la nicotine, qui cesse de soulager complètement les angoisses de manque. De l'extinction de la cigarette, la nicotine quitte rapidement l'organisme, force chez l'usager une faim quasi permanente de cette substance penchant les naturels de revenir à fumer une cigarette sur cigarette. Cependant, peu de fumeurs en viennent à cette extrémité. 1. Parce qu'ils ne peuvent se la permettre financièrement. 2. À cause de leur santé, ils savent qu'ils prennent un poison. Ce chapitre présente les instructions pour arrêter de fumer sans difficulté. Si vous suivez à la lettre ces entreprises, vous apparaîtra relativement facile et peut-être même vraiment agréable. Mais rappelez-vous qu'il est indispensable de bien suivre les recommandations, ainsi il est extrêmement facile d'arrêter. Il y a 2 choses à faire. 1. Prenez la décision que vous ne fumerez plus jamais. 2. Ne vous morfondez pas, mais réjouissez-vous au contraire. Vous vous demandez peut-être s'il est nécessaire de lire le reste du livre. Après tout, j'aurais bien pu terminer mon livre par ce chapitre. Cependant, vous aurez tôt ou tard commencé à regretter la cigarette, ce qui vous aurait conduit tout droit à l'échec. Cela a d'ailleurs déjà dû vous arriver. Afin de garantir le succès, il est nécessaire de vous préparer à ce que sera l'après-cigarette et aux pièges qu'il vous faudra éviter. Vous serez peut-être parfois, pendant les 3 semaines suivant votre dernière cigarette, sujet à des crises de manque. Les symptômes que vous observerez alors peuvent être classés en 2 catégories. 1. La crise de manque de nicotine, cette sensation de vide et de maladie semblable à une faim. Léger tiraillement d'estomac que les fumeurs assimilent à un fort désir de faire quelque chose de leurs mains. 2. Le canaliseur psychologique que sont certains événements tels que la conversation téléphonique, la fin du repas, etc. L'échec des personnes essayant d'arrêter par le seul recours de la volonté, méthode classique, est dû à l'absence de compréhension et de différenciation de ces 2 phénomènes distincts, à savoir les dépendances physiques et psychologiques. Ce type de confusion explique aussi que beaucoup en plongent même après une très longue période d'abstinence, alors qu'ils sont depuis longtemps débarrassés de leur dépendance à la nicotine. Même si le fumeur a fait appel à une méthode basée sur la volonté, après quelques jours d'abstinence, sa faim de nicotine s'estompe rapidement. C'est le second facteur qui crée la difficulté. Le fumeur a pris en effet l'habitude de soulager son besoin de nicotine lors de certaines occasions particulières, par association d'idées, comme celle du verre et de la cigarette. Il en est venu à penser que la cigarette lui est indispensable dans de telles occasions. Un exemple permettra de mieux comprendre cela. Vous avez une voiture depuis plusieurs années, dont la commande de clignotant est bien à droite. Bien que vous sachiez cette différence, vous enclenchez plusieurs semaines systématiquement les essuie-glaces avant de prendre un virage. Passage suivant. Même créé alors qu'il n'a aucune raison, absolument aucune, de se torturer ainsi, avec ma méthode, la majorité des échecs, car il y en a, est due à la réponse à un déclic. L'ex-fumeur a tendance à considérer la cigarette comme une sorte de placebo, comme un simple cachet, ne fait rien, mais si je décide qu'elle a un pouvoir, elle peut peut-être alors m'aider lorsque j'aurai besoin d'un stimulant. Passage sur la non-nécessité de fumer. Quoi que vous fassiez, si le doute s'installe, vous commencerez à vous lamenter et cela empirera. Utilisez plutôt de telles occasions comme une motivation supplémentaire.
Si vous êtes déprimé, rappelez-vous que la cigarette ne fait qu'aggraver les choses. Si un ami vous offre une cigarette, cela ne fait qu'aggraver les choses. Cela le baissera, l'aidera aussi à se préparer pour arrêter. Arrêter partiellement se révèle partiellement difficile pour les membres du milieu médical. On pourrait penser le contraire, car ils connaissent mieux que quiconque les effets dramatiques du tabac sur la santé et voient tous les jours les tristes conséquences. Mais si l'environnement leur fournit de solides raisons pour arrêter, il ne rend pas pour autant l'acte plus facile. En voici les raisons. 1. La conscience permanente des risques qu'ils courent crée une peur de la peur et l'une des situations dans lesquelles ils ont besoin de soulager ces symptômes de manque. 2. Le travail d'un médecin est on ne plus stressant, et habituellement, il ne peut pas soulager son surplus de stress, dû au manque de nicotine, pendant qu'il exerce. 3. Éprouve un stress supplémentaire parce qu'il culpabilise, et sans qu'il devrait donner l'exemple, cela met plus de pression sur lui et accroît les sentiments de frustration. Passage suivant. Sur la non-nécessité de fumer. Quoi que vous fassiez, ne doutez pas du bien fondé de votre décision. Si les doutes s'installent, vous commencerez à vous lamenter et cela empirera. Utilisez plutôt de telles occasions comme une motivation supplémentaire. Si vous êtes déprimé, rappelez-vous que la cigarette ne fait qu'aggraver les choses. Si un ami vous offre une cigarette, répondez que vous êtes fier de ne plus avoir besoin. Cela le blessera, mais l'aidera aussi à se préparer à arrêter de fumer. Plus il y a de pression sur lui, plus le sentiment de frustration s'accroît. Les substituts. Il existe, pour pallier à l'absence de cigarettes, divers substituts comme le chewing-gum, les bonbons, les cigarettes sans tabac et certains comprimés. N'en prenez aucun. Ils rendent votre tâche plus difficile si vous ressentez l'envie d'une cigarette. Ces palliatifs ne feront que plonger le mal et le rendre plus insupportable. Avoir recours à un substitut, c'est admettre que vous avez besoin de fumer ou de combler un vide. En cédant à ce chantage, vous ne ferez que plonger les symptômes en aucun cas. C'est de nicotine que vous avez le plus besoin à penser à la cigarette. Rappelez-vous ceci, il n'existe aucun substitut à la nicotine. Vous n'avez pas besoin de nicotine, ce n'est pas une nourriture mais un poison. Vous ressentez une pointe dans l'estomac qui vous dit que vous avez besoin d'une cigarette, rappelez-vous que ces angoisses sont l'apanage de seuls fumeurs. Considérez ces manifestations comme un nouveau tour diabolique de cette drogue. Elles annoncent la mort prochaine du monstre. 3. Souvenez-vous que la cigarette crée le manque et qu'elle ne comble rien. Plus vite vous apprendrez à votre cerveau qu'il n'y a aucune raison de fumer, ni de remplacer la cigarette, plus vite vous serez libre. Les substituts. Les substituts pour pallier l'absence de cigarettes divers se situent dans les chewing-gums, la cigarette sans tabac et certains palliatifs. N'en prenez aucun. Il n'existe aucun substitut à la nicotine. 2. Je n'ai pas besoin de nicotine, ce n'est pas une nourriture mais un poison. Une pointe dans l'estomac qui vous dit que vous avez besoin d'une cigarette. Savez-vous que ces angoisses sont l'apanage de fumeurs. Sa manifestation autour de cette annonce, fumeur à qui on offrirait la possibilité de revenir au jour où il est devenu accro, avec le savoir qu'il maintient acquis, ne cherchera à recommencer à fumer. Beaucoup de ceux qui viennent me consulter sont convaincus qu'ils auraient définitivement terminé avec la cigarette, si je pouvais les aider à arrêter alors qu'ils avaient retrouvé une vie parfaitement heureuse. Je pense que ce livre vous aidera à trouver des tâches relativement faciles. Mais soyez néanmoins avertis, ce n'est pas parce que vous arrêtez facilement que vous risquez de recommencer. 5 ans après, n'oubliez pas que la cigarette tue bien plus que l'héroïne. Rappelez-vous que cette première cigarette ne vous apportera rien. Vous n'aurez alors aucun manque à soulager et elle sera un goût détestable. Elle introduira cependant de la nicotine dans votre organisme, déclenchant ainsi la réaction en vous que vous connaissez. Vous aurez alors une attente et une seule, supporter ces angoisses de temps que la dépendance disparaisse. Vous replongez irrésistiblement dans ce cercle vicieux. Soyez chic, ne vous enfilez pas ce supplice. Conseil aux non-fumeurs. Il est essentiel de ne pas rabaisser le fumeur en lui disant, par exemple, qu'il pollue l'atmosphère ou qu'il est indélicat.
Il est communément admis que les ex-fumeurs sont les personnes les plus intransigeantes avec les fumeurs. Je crois que cette interprétation est avérée et qu'elle est à mon sens vulnérable et intérieurement agressive vis-à-vis des fumeurs. L'agressivité peut effectivement aider les ex-fumeurs, mais ne sera d'aucun service aux fumeurs attaqués. Au contraire, ils se sont blessés, culpabilisés, et son envie de cigarette est encore plus forte. C'est un non-fumeur. Faites lire ce livre à vos amis ou fumeurs de votre connaissance. Étudiez en premier lieu le contenu de ce livre en essayant de vous mettre à la place du fumeur. Ne le forcez pas à lire ce livre et n'essayez pas non plus de le faire culpabiliser. Il semble inutile de lui dire que ça détruit sa santé et qu'il gaspille son argent. Il sait déjà cela mieux que vous. Les fumeurs ne fument pas par plaisir parce qu'ils en ont envie. Ils utilisent ce genre d'argument vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres afin de préserver l'illusion d'un certain respect de soi. Ils fument parce qu'ils se sentent dépendants de la cigarette, parce qu'ils pensent qu'elle les aidera à se détendre, qu'elle leur donne le courage, de l'assurance, parce qu'ils sont persuadés que la vie n'est pas agréable sans le tabac. Ils se sentent comme pris au piège et ont encore plus besoin de ces cigarettes. S'il doit alors fumer, en cachette, la cigarette deviendra pour lui un objet culte. Lorsque vous aurez réussi à lui faire admettre qu'il peut arrêter, son esprit commencera alors à s'ouvrir. Alors commencez par lui expliquer l'illusion créée par le manque de nicotine. Faites-lui comprendre que non seulement la cigarette ne procure pas l'effet qu'il lui attribue, mais qu'en plus elle détruit sa confiance et le rend irritable et nerveux. Passage suivant. Vous avez déjà rejoint les milliers d'autres fumeurs qui pensaient ne jamais pouvoir se libérer de l'esclavage, de la nicotine et de l'accoutumance. Félicitations, vous pouvez maintenant jouir de la vie du non-fumeur. Pour être tout à fait sûr, vous devez suivre les recommandations suivantes. Gardez ce livre à portée de la main, vous y référez facilement si nécessaire, ne le perdez pas, ne le prêtez pas et ne le donnez pas. Si vous enviez les fumeurs, n'oubliez que c'est pas vous les malades, ce sont eux. Souvenez-vous que vous étiez malheureux lorsque vous fumiez, c'est pour cela que vous avez arrêté de fumer. Réjouissez-vous de ne plus être fumeur. Ne notez jamais que votre certitude de ne plus jamais fumer, que vous savez que c'est la bonne décision. Si jamais vous vous dites « et si j'en fumais une ?» souvenez-vous qu'il n'y a rien de pire qu'une. La question que vous devez vous poser n'est pas « et si j'en fumais une ?» mais « ai-je envie de redevenir fumeur tous les jours, toute la journée, de coller ces trucs dans ma bouche et de les allumer ?» La réponse est non. Dieu merci, je suis libre. Passage suivant. Il s'agit d'une véritable incroyable hypocrisie. La société considérait avec sévérité les consommateurs d'héroïne ou ceux qui font de la colle, mais face au tabagisme, les problèmes sont simples. 6,6% de la population ont été drogués à la nicotine, beaucoup consacrent leur argent de poche à la cigarette. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes voient leur vie détruite parce qu'elles sont nulles, tombées dans le piège du tabac. L'ennemi numéro 1 de notre société, mais est représenté en intérêt financier collatéral pour l'État. Celui-ci extorque chaque année 5 milliards de livres sterling à la misère de fumeurs et les compagnies de tabac disposent de certaines de millions pour en faire la publicité. Il est important de noter que ce livre est sorti en 2011, ce qui fait 11 ans, et je le trouve relativement pertinent. J'ai un autre bouquin sur les substituts de la nicotine, justement, écrit par un médecin, je pense. Dans tous les cas, ça a l'air d'être le cas. Je verrai si j'en refais un livre audio ou pas, mais je trouve celui-ci beaucoup plus pertinent, car je dirais qu'il y a une règle plutôt simple à retenir dans ce bouquin, c'est de jamais reprendre de cigarette, en fait. À partir de ce moment où vous avez arrivé à vous coller cet automatisme de ne jamais reprendre de cigarette, vous remarquez qu'après 7 à 10 jours, voire peut-être moins, après on ne s'en rend même plus compte car j'ai essayé d'arrêter et arrêté plusieurs fois la cigarette. Et après 15 jours, on se souvient même plus qu'on a arrêté la cigarette. J'ai commencé par diminuer la consommation, puis je suis devenu fumeur occasionnel,
Et après être fumeur occasionnel, j'ai arrêté de fumer 3 ou 4 fois, peut-être 5 fois, plusieurs fois. Du fait d'être fumeur occasionnel, je me suis retrouvé avec des latences de 7 à 15 jours sans fumer régulièrement. Et je fumais plutôt avec des amis qui fumaient de temps en temps en soirée en fait. Et donc après j'ai franchi le cap de jamais en reprendre. Et je trouve que c'est réellement le meilleur moyen d'arrêter quoi. Enfin voilà, j'espère que ce livre vous aura plu et la suite au prochain numéro.